La France-Afrique est en train d'exploser. Fidèle à l'objectif de cette chaîne, former et informer, je dois vous dire des choses qui ne seront pas dites dans les chaînes du groupe Altis, qui d'ailleurs, comme vous le savez, va très mal en ce moment, puisque son cofondateur est en état d'arrestation au Portugal dans une affaire de corruption. C'était des sujets dont on vous avait donné un avant-goût sur cette chaîne, aussi bien avec Didier Maisto, qui a enquêté sur les turpitudes d'Alain Veil, et bien sûr le documentaire que j'ai fait sur le groupe Altis sur ma chaîne. Mais ça, c'est pas seulement le sujet, le fait que oui, les médias de grand chemin en France n'informent pas le public, mais qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui mérite votre information? C'est historique au même titre que l'arrivée de la monnaie des BRICS, l'arrivée même, la consolidation des BRICS en tant qu'organisation internationale, alors que comme je vous le disais dans beaucoup d'autres vidéos, au départ c'était simplement une chasse de Goldman Sachs, c'était simplement un terme créé par Goldman Sachs pour dire à ses clients c'est là qu'il faut mettre son argent. Et puis entre-temps c'est devenu une entité politique avec une certaine cohésion et une certaine capacité à influencer diplomatiquement les affaires du monde. Et là, on voit que les BRICS sont encore à l'offensive, et en particulier en Afrique, parce que le maillon faible des impérialismes en Afrique, c'était en effet l'ancien impérialisme français, à savoir donc les anciennes colonies françaises d'Afrique, CFA, devenue coopération financière africaine, à savoir donc la zone franc CFA. Et puis ce modèle de coopération financière africaine, en fait, il est basé sur le modèle de la Ligue de Délos dans l'Antiquité, à ceci près que dans la Ligue de Délos, c'était des nations, des organisations, on va pas dire nations, mais des organisations, des entités politiques qui avaient un certain niveau d'égalité, qui se respectaient mutuellement, alors que là vraiment on a un système de patron à client, comme on disait dans la Rome antique, à savoir un dominant et un dominé, de façon bien plus ferme, même culturellement, que dans le cas de la Ligue de Délos, où il y avait certes un dominant, Athènes, et des dominés, mais pas culturellement tout de même. Alors le point culturel, c'est déjà le point le plus important. Le Mali vient de considérer que la langue française n'était plus sa langue officielle. Alors ça semble un peu compliqué, parce que du coup, le français a été remplacé par, je crois, 19 dialectes. 19, ça fait beaucoup, il aurait peut-être fallu prendre une langue dominante, ou 2 langues, 3 langues dominantes. En effet, le français se substitue pas comme ça, mais on voit que c'est un enjeu absolument politique. D'ailleurs, vraiment, le cas du Mali est marquant parce que ça fait très longtemps que le pouvoir malien se fout de la France aux Nations Unies, avec des discours qui font vraiment de plus en plus mal diplomatiquement et qui n'auraient pas pu avoir lieu du temps de Chirac ou même du temps de Tonton Mitterrand, encore moins du temps de Charles de Gaulle, ça va de soi. Mais là, le nouveau maillon, alors on a d'un côté bien sûr le Sénégal, où on a découvert du pétrole récemment et où Juan Branco est en train de s'opposer frontalement au pouvoir. On a d'ailleurs vu donc qu'il défendait bien sûr Ousmane Sonko, lequel a été arrêté et a été interrogé par la police dans une affaire qui semble totalement politique, même si on essaie de la présenter comme une affaire de droit commun. Et le ministère des Affaires étrangères français a porté plainte contre Juan Branco, et ça c'était évidemment pour montrer au Sénégal qu'il était prêt à le soutenir, et pour montrer, disons, la tradition des dirigeants dirigés au Sénégal, que le Quai d'Orsay serait prêt à les soutenir. On se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ça avait vraiment été la même chose. Quand Gbagbo avait tenté de se rapprocher des États-Unis, eh bien, le Quai d'Orsay avait fait savoir que Alassane Ouattara était le seul président légitime. Ça tombe bien, il était dans les petits papiers du Quai. Mais au-delà de ça, ce qui se passe maintenant au Mali et au Niger, ça c'est de plus en plus grave. D'abord parce que les Russes sont à l'offensive de plein de manières différentes, par l'influence, par la diplomatie, par le renseignement, par les moyens également économiques. Alors on a vu qu'ils ont donné du grain gratuitement en Afrique. On donne jamais rien, gratuitement ça n'existe pas, il y a toujours des contreparties. L'aide alimentaire, c'est toujours un moyen de faire pression sur un gouvernement. Quand vous arrivez avec du grain gratuit, en réalité si vous le retirez, le pays devient comme un junkie. Si vous le retirez, il s'effondre. D'ailleurs, c'est ce qui avait été prévu à l'époque de Monsanto, de Terminator, ces semences dont on ne pouvait pas ressemer les nouvelles générations. L'idée était de les donner gratuitement, et puis ensuite, quand le pays était bien dépendant, comme un bon junkie, et là, on faisait multiplier les prix par 10, et le pays ne pouvait absolument pas semer autre chose parce qu'il était passé à 100% à Terminator. L'aide alimentaire, c'est un peu ça le principe, même si les Russes, d'ailleurs, signe des temps, viennent de lancer une grande offensive contre les OGM dans leur pays. Alors, ils peuvent
mauvaise langue pourrait dire c'est un retour du lysenkoïsme. Lysenko avait dit que la génétique était une science bourgeoise. C'est assez marrant, hein. Moi je me foutais beaucoup de leur gueule à l'époque, puis j'ai appris dans le détail que le lysenkoïsme en fait avait des origines très intéressantes, même si c'était faux, il n'y a pas de problème, hein. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en effet, génétique et eugénisme allaient complètement de pair. La fondation Rockefeller d'une part, qui a financé beaucoup de programmes de stérilisation et de programmes d'eugénisme, et bien finançait aussi la recherche en génétique, et c'était assez facile de confondre la génétique qui est une véritable science et l'eugénisme qui est une doctrine abominable qui revient d'ailleurs en force aujourd'hui avec les différents mouvements transhumanistes. Et donc le lysenkoïsme était né dans ce contexte-là, mais c'était bien entendu une pseudo-science, ça va de soi. Alors les mauvaises langues diraient le fait que Poutine interdise les OGM à l'échelle nationale dans le plus grand pays du monde avec le plus de terres agricoles, c'est un retour du lysenkoïsme, pas si vite, hein. C'est davantage un acte de souveraineté politique. Contrôler la nourriture, c'est contrôler les nations, et aujourd'hui, le monde de l'OGM est totalement cartélisé. Très peu d'entreprises contrôlent tous les brevets, et c'est exact que ça va nécessiter un tout petit peu d'intervention des États. Mais maintenant, si on revient au cas donc de la Russie en Afrique, ils ont décidé en effet de se substituer à la France en matière d'aide alimentaire, et ça fait qu'en réalité, l'empire d'influence français, on peut plus l'appeler l'empire colonial, on pourrait l'appeler l'empire néocolonial si on voulait être un petit peu chargé politiquement. L'empire néocolonial français, en effet, est en train de se faire tabasser par les interventions russes et par l'expansion russe en Afrique. Les Russes ont une tradition, évidemment une expérience plutôt qu'une tradition de déploiement à l'étranger très supérieure à la Chine. Les Chinois se déploient par leur diaspora et par leur influence économique, mais les Russes sont capables de se déployer par leur armée et leur réseau diplomatique qui est supérieur au réseau chinois. Et puis aujourd'hui, Sergueï Lavrov jouit d'un prestige dans les anciens pays non alignés et aussi dans le monde arabe, dont ne jouit pas par exemple le chef de la diplomatie chinoise. Donc aujourd'hui, les Russes sont vraiment capables de bouffer l'empire néocolonial français, et ça c'est d'une brutalité sans nom, parce que le Niger était le premier pourvoyeur d'uranium pour la France n'a pas investi dans la filière thorium, je ne peux que le regretter, c'est désastreux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui les Chinois ont mis en ligne des centrales à thorium. Alors il faut savoir que le thorium aujourd'hui, on en a en étant vraiment extrêmement conservateur. Les réserves mondiales de thorium, c'est au moins 2000 ans de la consommation énergétique mondiale, au moins. Et quand je vous dis 2000 ans, en réalité, c'est plus proche des 5000, mais je vais vous dire 2000 pour être vraiment pessimiste, d'accord ? Les réserves de thorium mondiales, c'est 2000 ans de la consommation mondiale. Donc tous les gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'énergie se foutent de votre gueule. Tous les gens qui vous disent qu'il faut impérativement une décroissance cherchent juste à attraper vos libertés publiques et à confisquer vos économies et vos droits, parce qu'en matière énergétique, il y a tout ce qu'il faut sur Terre. Et je vous parle même pas de la fusion nucléaire, qui arrive certes, je vous parle de centrales qui sont disponibles en Chine tout de suite et dans lesquelles on aurait pu investir, mais dans lesquelles on n'a pas investi parce qu'on est des gros idiots ou bien parce qu'on avait un agenda politique au choix. Mais le rasoir de Hanlon prédispose à considérer qu'il faut davantage attribuer à la stupidité ce qui pourrait être attribué à la malveillance. Je vais donc considérer que nos administrations et organisations énergétiques sont simplement purement stupides, même si j'ai tendance à penser qu'elles sont malveillantes aussi et qu'elles aimeraient pourquoi pas confisquer les libertés publiques. Ça se serait déjà vu, n'est-ce pas ? Alors avec les centrales à thorium, on n'aurait pas eu besoin de l'uranium du Niger, mais pour l'instant, le fait qu'il y ait eu un coup d'État au Niger est extrêmement grave pour la structure même du réseau d'influence qu'on appelle la France-Afrique. Vous avez le Burkina aussi, qui est rentré en révolte contre la France, c'est le moins que l'on puisse dire, et la Russie, toujours, est là pour montrer à ses futurs non alignés qu'il ferait bien de quitter la sphère d'influence française. Donc ça a vraiment des conséquences dramatiques. La France aurait pu, en réalité, le vrai problème, c'est que Macron est complètement perçu comme un dirigeant dirigé. Le wokisme et toutes les stupidités qui sont promues en France, en particulier dans l'éducation nationale et qui sont même citées par France 24, sont absolument horripilantes pour les pays de la sphère d'influence française. Et ça se joue aussi puisque le soft power français est absolument dévasté. Mais la France aurait pu conserver son soft power, notamment du temps de Jacques Chirac, mais elle ne l'a pas conservé parce que son alignement absolument
servile sur les États-Unis ne lui a valu que du mépris. Et je vous parle même pas des petites idées de génie comme d'envoyer un ambassadeur LGBT en Afrique plutôt que d'envoyer des gens pour construire des routes, des ponts et des hôpitaux. Et d'ailleurs, c'est très exactement ce que l'État qui avait reçu la visite de cet inénarrable ambassadeur a eu comme réponse. Il a dit, écoutez, vous êtes mignons, mais les Chinois, ils arrivent avec des autoroutes, des ponts et des centrales électriques, alors qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, et vous arrivez avec vos conneries woke, alors vous êtes gentils, vous allez rentrer chez vous avec votre poids en poulet bicyclette, et vous allez nous laisser nous développer économiquement. Et ça, cet effondrement du soft power français a comme conséquence directe qu'aujourd'hui, tout un tas de pays ne peuvent plus revendiquer, soit face à leur peuple, soit face à leur propre destinée, d'être alignés sur la France-Afrique. Donc le Niger a été le nouvel enchaînement géopolitique de ce phénomène, avec les Russes qui en profitent. Le fait que Poutine ait récupéré le gros du groupe Wagner lui permet maintenant aussi d'intervenir davantage et pas les pieds et poings liés en Afrique, parce que Wagner c'était un petit empire, c'était ce que les Russes appelleraient une oprichnina, c'est une structure qui a accès à des mines, à des matières premières, etc. Et donc aujourd'hui, Poutine a récupéré ça. Alors il y perd le déni plausible, c'est-à-dire que maintenant il peut plus dire « Ah non, c'est pas nous ». Mais honnêtement, il n'y avait pas vraiment de déni plausible avec Wagner. Tout le monde savait que dans une Russie ultra centralisée, c'est bien entendu le Kremlin qui dirige, même si on peut avoir des groupes militaires privés, le déni plausible n'était pas vraiment possible. Donc aujourd'hui, le Niger est tombé, le Mali est tombé. Quand je dis tombé, c'est par rapport au soft power français, par rapport à la France-Afrique, par rapport à l'influence et aux intérêts français en Afrique. Et du coup, c'est le prestige même de la France qui tombe avec. Et encore une fois, les médias de grand chemin vous en parlent pas. Donc c'est un peu le job de cette chaîne de vous en parler. Maintenant, vers où on va ? On va vers une Russie qui vend de plus en plus d'armes en Afrique et qui amène même des chasseurs de 5e génération, enfin des omnirôles, des multirôles, vous savez le mot omnirôle, ça c'est un terme plutôt français, les autres pays disent multirôle. La France a un très bon multirôle, elle a peut-être même le meilleur multirôle au monde derrière le F-35, en rapport qualité-prix, et c'est loin devant le F-35, ça va de soi, mais la France a un multirôle qui est au-dessus du Gripen, qui est un peu l'option low cost en Europe, qui est au-dessus du Typhoon, mais qui n'est pas au niveau du F-35, mais bon, là les prix du F-35, puis le F-35 en perdre un, c'est limite perdre sa souveraineté, donc je ne sais pas si c'est vraiment comparable. Mais la France a en effet un bon chasseur, mais malheureusement, il n'est pas furtif. Alors ça reste un point très important, surtout avec les technologies radar en Afrique. Alors le principe du Rafale, c'est qu'il est censé lécher le sol et puis ensuite remplir sa mission, mais tout de même avoir de la furtivité, c'est pas mal, surtout quand vous essayez de contrôler l'espace aérien, c'est très sympa de lécher le sol, mais en cas d'affrontement, vous n'avez pas d'énergie parce que vous êtes très proche du sol, et donc c'est évidemment celui qui est le plus haut qui va vous buter, sans parler des capacités de combat BVR, Beyond Visual Range, où là aussi si vous êtes furtif c'est quand même nettement mieux. Donc le F-35 et le F-22 que les Américains n'exportent pas demeurent très au-dessus du Rafale. Cependant, le Rafale est un très bon produit à l'export, et le fait que les Russes arrivent avec leurs chasseurs multirôle de 5e génération va poser un problème pour les contrats d'armement français en Afrique, et puis surtout va montrer que les Russes sont à nouveau in the place, et c'est vraiment le côté pouvoir doux, le côté puissance douce que les Russes sont en train de jouer là-dessus, en déployant des chasseurs de 5e génération, en tout cas en proposant la vente. Les contrats ne sont pas encore signés, mais ça prouve vraiment qu'il y a une nouvelle puissance en Afrique. Les États-Unis sont trop concentrés sur le Pacifique pour l'instant pour réagir, et la France n'est pas capable de réagir aujourd'hui, on l'a vu très nettement. Je trouve ça évidemment désastreux, étant français et africain moi-même, étant franco-algérien, mais je considère que là on peut plus rien faire. C'est-à-dire que à partir du moment où on a eu Sarkozy, Hollande et Macron, et un alignement donc sur les États-Unis absolument total, le soft power français était en déclin, et on ne pouvait qu'anticiper un effondrement de la France-Afrique à court ou moyen terme. Et c'est ce qu'on est vraiment en train de voir. Donc c'est absolument historique, quoi. C'est depuis les années 60 que ce phénomène n'était pas survenu d'une façon aussi brutale. Alors après le Niger, who's next ? Eh bien beaucoup vous diraient que c'est le Tchad. Le Tchad aujourd'hui est un funambule absolu. Certains vous diront que le président Idriss Déby a été assassiné par les services français. C'est, en ce qui me concerne, le point de vue auquel je souscris.
Et donc évidemment son successeur, qui se trouve être son fils Mahamat Idriss Déby, n'a pas particulièrement envie de se mettre à dos les services français, mais en même temps les Russes sont en train de coller une pression au Tchad sans précédent. Et le Tchad est le nouveau pays sur lequel les Russes aimeraient avoir une influence. Maintenant que le coup d'État a eu lieu au Niger et qu'il est pro-russe, clairement, logiquement, le prochain État, c'est le Niger. Alors vous pourriez me dire, vous avez aussi la République démocratique du Congo, sur laquelle le Rwanda est en train d'avoir une influence très particulière. D'ailleurs, il a déployé des troupes aujourd'hui, tout petit pays, mais extrêmement riche, parce que le Rwanda est une place on va pas dire du blanchiment pour pas fâcher les gens, mais en tout cas est une place financière, un maelstrom financier, impliqué notamment avec les Émirats Arabes Unis, qui sont une des premières places pour l'or africain également. Et le Rwanda aujourd'hui est vraiment un des pays qui profite le plus des ressources de la République démocratique du Congo, laquelle a le plus de réserves géologiques au monde. C'est le pays qui a les plus grosses réserves géologiques au monde, peut-être à égalité avec la Russie, ça se discute. La Russie qui possède des réserves considérables, notamment de platine, de diamants, etc. Mais donc, aujourd'hui, oui, les Russes aimeraient bien avoir la main sur la RDC, mais avec le fait que le Mali ait complètement quitté l'influence française, pas complètement, le franc CFA est encore là. Mais le Mali, le Niger, la logique, c'est très clairement le Tchad, qui est un grand pays, qui a des mines d'or, qui a beaucoup de matières premières, et qui, si il avait l'occasion de se développer de façon intelligente, pourrait exporter, pourrait transformer ses matières premières. Le Tchad est une des zones migratoires du peuple Peul. Le peuple Peul a un cheptel considérable, lequel cheptel, on pourrait en récupérer les urines, par exemple, qui contiennent énormément de phosphate. Il faut se rappeler que les phosphores ont été identifiés par quelqu'un qui pensait qu'il y avait de l'or dans les urines. Il avait voulu bouillir les urines, c'était jaune, il disait il y a de l'or au fond, et ce qu'il a isolé en ayant fait bouillir, réduire les urines, c'était le phosphore. En réalité, que ce soit pour le marché de l'urée ou le marché des phosphates, le Tchad aurait pu faire des choses. Mais là, aujourd'hui, le Tchad n'est pas du tout en mode blue economy et pas du tout en mode on va récupérer de l'or, par exemple, électronique, parce que vous savez que l'or électronique n'a pas besoin d'être raffiné, donc ça permet de ne pas passer par les Suisses ou les Anglais qui ont les meilleures raffineries au monde. Donc le Tchad aurait des opportunités économiques absolument colossales de développement, mais là, aujourd'hui, le Tchad est comme ça, avec pour le rôle de mon pouce, Moscou, et pour le rôle de mon index, Paris. Et c'est très difficile de savoir, en effet, s'il est intelligent ou pas de basculer dans le camp russe ou dans le camp français. Alors, les Russes ont plein d'options. Soit ils font un soft coup, c'est-à-dire qu'ils cooptent l'actuel président du Tchad et son réseau, et ils disent qu'à partir de maintenant, on vous protège, vous serez dans l'ère d'influence russe et vous serez comme Bachar al-Assad, complètement protégé, les Français ne pourront rien contre vous. Honnêtement, ça serait difficile à croire pour l'actuel président du Tchad, puisqu'il se dirait attendez, les Français ont fait buter mon père, je vois mal comment vous pourriez me protéger. Mais bon, la capacité des Russes à protéger Bachar el-Assad est tout à fait sérieuse, alors le Tchad pourrait s'y laisser séduire. Bien sûr, il y a les Américains aussi en embuscade, puisque ce sont les Américains qui ont été à l'origine de la partition du Soudan. Mais ça, c'était dans les années 2010. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident, encore une fois, entre le pivot vers le Pacifique des États-Unis et puis d'autres aspects. Les Américains sont occupés à beaucoup d'autres choses. Et puis, aujourd'hui, celui qui tire les ficelles derrière Joe Biden, à savoir Barack Obama, est dans une sacrée merde, si vous me passez l'expression, avec la mort ultra suspecte de son cuisinier. Donc, en ce moment, l'exécutif américain a aussi d'autres chats à fouetter. Et clairement, je dis l'exécutif parce que tout le monde sait que Joe Biden n'a rien d'exécutif. Même sur le plan cognitif, ses fonctions exécutives n'existent pas en elles-mêmes. Alors encore moins le pouvoir exécutif avec un grand P et un grand E des États-Unis d'Amérique. Donc voilà le tour d'horizon sur la géopolitique africaine. C'est historique, j'insiste. Et la prochaine étape, c'est une pression sans précédent sur le Tchad. Les Russes vont coller une pression sans précédent sur le Tchad, c'est absolument certain, parce que après le Niger, c'est le Tchad. Vous avez toute l'ère de l'ancien Soudan français, donc l'Afrique occidentale française, les Français qui voulaient faire cette fameuse voie de chemin de fer de Dakar jusqu'à Djibouti. C'est vraiment littéralement l'ère d'influence que les Russes sont en train d'attraper, avec, il manquerait plus bien sûr que la Mauritanie, et encore une fois donc le Tchad, sachant que pour le Soudan, les Russes y ont déjà une influence considérable
considérable avec le groupe Wagner. Donc la boucle serait bouclée. Voilà la situation actuelle. Attendez-vous à ce que la plus grosse pression de son histoire soit mise sur le Tchad, en particulier donc venant de Moscou. Et en ce qui me concerne, je ne peux que observer que Paris est devenu absolument incapable d'assumer ses engagements entre guillemets, mais en tout cas d'assumer son influence dans la France-Afrique classique, disons la France-Afrique post-années 60. Ensuite, pour les BRICS, ce serait génial comme scénario, c'est-à-dire que la mort du franc CFA, qui n'est pas encore là, hein, mais après avoir eu ces coups d'État, après avoir eu ces changements d'aire d'influence, l'étape logique, ce serait de changer la monnaie. Mais la force du franc CFA, c'était la stabilité. C'était, vous n'avez pas de scénario à la zimbabwéenne avec des trillions de dollars, des 10 trillions, des 100 trillions de dollars qui sont imprimés sur un seul billet. Et ça, c'est exact. Ça a toujours été un des arguments, surtout dans les hautes sphères politiques, dans les sphères de la France-Afrique traditionnelle. L'argument, c'était ça. C'était le franc CFA garantit une certaine stabilité. Alors, à quel prix? Vous aurez posé comme question tous les panafricains qui se respectent. À quel prix? Mais le premier argument de vente, c'était celui-là. C'était cette stabilité. Alors, au minimum, si les BRICS veulent substituer cette monnaie, ils vont devoir apporter une monnaie qui aura le même niveau de stabilité ou un niveau de stabilité correctement comparable. C'est possible. Et on pourrait voir en fait une sorte de réincarnation du projet de Kadhafi, d'une grande monnaie panafricaine. De toute façon, une monnaie panafricaine n'aurait jamais pu être vraiment panafricaine tout de suite, c'est-à-dire elle n'aurait jamais pu aller du Cap jusqu'au Caire, hein, pour reprendre l'expression britannique, Cecil Rhodes, la voie de chemin de fer du Cap jusqu'au Caire, ou de Dakar jusqu'à Djibouti. Elle n'aurait pas pu immédiatement être panafricaine, mais ça aurait été dans l'idée d'avoir quelques pays très importants, comme la Libye par exemple, et comme d'autres membres de l'Union africaine. Et ça, c'est possible. Et les BRICS peuvent aujourd'hui être dans une position absolument redoutable de présenter leur monnaie à l'Afrique en remplaçant le franc CFA. Alors ça, ce serait une catastrophe économique pour la France, parce qu'il faut savoir que les banques africaines sont surliquides, les banques africaines ne prêtent pas, elles ne font pas leur travail, elles ne prêtent pas aux PME, elles ne prêtent pas à l'économie réelle, elles ne procèdent pas au développement économique du pays, et en fait, en réalité, leur argent est mis à disposition de la France. Et c'est en fait le système franc CFA qui permet à la France de causer, ou qui a permis de causer d'égal à égal avec l'Allemagne. Parce que bon, l'économie française n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même, la désindustrialisation a eu largement lieu, la France avait une industrie très compétitive, brillante, des génies absolus, mais bon, aujourd'hui, dans les années 2020, c'est vraiment plus le cas, et là où même l'économie allemande est dans une mauvaise situation, l'économie française est encore pire. Mais ce qui permettait à Paris de causer de puissance à puissance, comme dirait Michel Audiard, avec Berlin, sur le plan économique, eh bien, c'était notamment le franc CFA, le fait que les banques de la zone franc CFA, des zones franc CFA, étaient surliquides et en réalité envoyaient de facto leur argent, leur puissance économique vers la France. Ça, c'était quelque chose d'absolument redoutable. Si du jour au lendemain, ça disparaît, Paris va être dans la merde. Vraiment, Paris va être dans une situation pire que l'Italie, par exemple. Pareil, si la France est très au-dessus de l'Italie, qui a pourtant de très belles réserves d'or au passage, c'est aussi parce qu'elle a cet accès. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Mélanie avait fait tout un discours pour attaquer Macron en disant « Regardez, ce billet est imprimé en France alors qu'il est dans des pays africains ». Donc, la prochaine étape que j'anticipe dans ce jeu d'échecs africain où les Russes sont largement gagnants, il faut être très clair, hein, c'est pas France 24 qui va vous dire que les Russes sont largement gagnants, mais cette chaîne étant indépendante, pardon, je suis un espion russe, alors je dois vous le dire, les Russes sont largement gagnants. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, la prochaine étape, c'est max de pression sur le Tchad, qui est un producteur d'or, qui a beaucoup de matières premières et qui a un territoire remarquable, et qui a, avec les Peuls, un accès à toute la zone sahélienne et des ressources renouvelables utilisables remarquables. On parle de 90 millions de têtes de bétail. Mais au-delà, la prochaine étape, ce serait pour les BRICS, et la Russie comme leader en l'occurrence, puisque c'est la Russie qui pourrait poser les termes, ce serait pour les BRICS de dire... Eh bien écoutez, on va faire des anciennes zones franc CFA, des études de cas pour le déploiement de la monnaie des BRICS.